Toute la vérité, nous sommes le dimanche aujourd'hui et nous sommes au mois de décembre. Une émission que vous avez l'habitude de voir avec Pape Chassila qui, pour les besoins du petit pèlerinage, va s'absenter. On se fera le défi de le remplacer, de le rééler. Bonsoir, chers téléspectateurs de Sen TV. Aujourd'hui, avec nous, ici, on l'a trouvé dans son fief, on peut le dire ainsi, puisque c'est un intellectuel, un professeur, le professeur Issa Sall, du PUR. Professeur, bonjour. Bonjour Birahim. Alors, si on parle du professeur Issa Sall, il est maintenant plus ou moins connu, pour ne pas dire il est très connu. Oui. Ce n'était pas le cas il y a quelques années lors de la formation et ou la naissance de votre parti, le PUR, qui aujourd'hui a sensiblement une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un choix personnel de rester dans l'ombre, même si politiquement on sait que vous avez eu à glaner des voix, notamment au niveau des élections législatives, mais où était Issa Sall entre-temps, durant ces 20 ans? Vous savez, moi je suis dans le milieu académique, universitaire, on me connaît mieux comme enseignant. Bon, donc les étudiants me connaissent, les parents d'élèves, les enseignants. Sinon, bon, en politique, pratiquement il y a 20 ans, je n'ai pas eu beaucoup d'activités politique. Nous avons repris le parti il y a juste un an et demi. En 2017, pour les besoins notamment des élections législatives. Voilà, juste pour les besoins. Si on devait revenir sur le CV, vous parliez d'enseignant tout à l'heure, d'académicien, le CV du professeur Issa Sall, il est quand même diplômé en technologie, mais également docteur en informatique. Vous avez travaillé dans ce domaine, notamment, on y reviendra dans un instant, pour les élections, pas seulement au Sénégal, mais également hors du Sénégal, notamment le Burkina Faso. Sur le plan politique, vous êtes vous avez été vice-président du Conseil régional de Fatick, député de cette présente législature, la 13e législature, et sur le plan politique également, et c'est surtout le sujet qui va animer ce débat. Vous êtes candidat à la candidature, puisque c'est quand même encore le mot que l'on utilise pour la présidentielle de 2019. C'est ça. Un choix sur le plan politique. Vous avez gravi des échelons de député avec les élections législatives à candidat à la candidature. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir briguer le suffrage des Sénégalais? Mais vous savez, quand on est dans un pays, on se doit donc de rendre la monnaie à son pays. Vous savez, le pays nous a vu naître, grandir, et nous devons tout à notre pays. Moi, en ce qui me concerne, j'ai évolué dans un domaine qui est la formation supérieure, qui est mon corps de métier, c'est tout ce que je sais faire. Depuis pratiquement 25 ans, j'évolue dans ce domaine. Mais la formation seule ne peut pas développer un pays. Il faudrait donc voir d'autres créneaux. Et je pense que est-ce que c'est la politique qui développe un pays? Je pense qu'on ne peut pas. Aux hégémonies au Sénégal. Non, on ne peut pas dans une république quand même développer un pays sans passer par la politique. Je veux dire, moi je peux être enseignant, mais je ne peux pas faire une route, n'est-ce pas, qui quitte Dakar pour aller chez moi au village. Je ne peux pas faire un aéroport. Donc c'est le politique, n'est-ce pas, qui est censé faire des choses de ce genre. Politique différente. Oui, j'ai dit le politique. C'est pourquoi j'ai bien... De celle qui est aujourd'hui vouée aux hégémonies, je le disais il y a un instant, par les Sénégalais, qui ont même plus ou moins abhorré les hommes politiques, puisque leur langage, vous savez... Qu'est-ce qui va changer avec Issa Sall? Ce qui va changer simplement, c'est que nous allons dire aux Sénégalais ce que nous allons faire, et de façon tout à fait objective. Tout le monde le fait. Oui, mais ce n'est pas ce que tout le monde fait. Tout le monde doit dire aux Sénégalais que c'est votre argent que nous dépensons pour faire des routes. Souvent, les gens ne le disent pas. On dit on vous offre des moulins. C'est comme si les moulins appartenaient aux politiciens. Les moulins n'appartiennent pas aux politiciens. Les moulins appartiennent au peuple qui vous a investi, qui vous a donné son argent à charge pour vous. Maintenant, de dépenser cet argent de façon optimale. Donc le politicien, ou en tout cas la personne qui est élue, ce qu'elle doit faire, c'est suivre donc ce que la population voudrait. Et sur le plan du PUR, on sait que votre slogan, je le rappelle, ou votre devise, c'est justice, développement, solidarité. En quoi le PUR va apporter un changement par rapport à tous ces régimes qui se sont succédés de Senghor à aujourd'hui? Je rappelle que vous êtes né après les indépendances. En fait, un peu avant les indépendances. Un peu avant. Ah oui, bien sûr. Moi, je suis né un peu avant les indépendances.
j'ai la soixantaine, hein, donc ouais. Alors, je dis simplement que quand nous disons justice, c'est justice pour tout le monde. Vous savez bien que dans ce pays, bon, il y a quand même une justice, je ne dirais même pas à 2 vitesses, peut-être même à 3 vitesses. Hein. Quand vous êtes du régime, ben, la justice n'est pas pour vous. Hein. Quand vous n'êtes pas du régime, la justice est pour vous. Quand vous avez des moyens, la justice n'est pas pour vous. Quand vous n'en avez pas, la justice est pour vous. C'est une manière d'accuser la justice sénégalaise. C'est pas une manière d'accuser. Est-ce que c'est une justice qui n'est pas indépendante comme elle devrait l'être? Mais elle n'est pas indépendante, ça c'est clair. La justice au Sénégal. C'est une conviction personnelle ou c'est un constat? Non, mais c'est un constat, hein, tout le monde le constate. La justice, elle n'est pas du tout indépendante. La justice obéit, n'est-ce pas, à l'exécutif. Ça ne voudrait pas dire que les magistrats ne sont pas indépendants. Hein. Je pense que la justice, c'est quand même l'entité, la personne morale. Donc c'est le système. C'est le système. Hein, c'est le système. Il y a une subordination de l'ensemble des 2 pouvoirs, parce qu'il y en a 3, il y a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, mais les 2 pouvoirs que sont le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, mais sont subordonnés, n'est-ce pas, au pouvoir exécutif. Ça, tout le monde le sait. Est-ce qu'on peut changer ce bien sûr qu'on peut le changer. Bien sûr qu'on peut le changer, il suffit simplement de faire comprendre au pouvoir législatif que vous êtes le pouvoir. Parce qu'en réalité, que ce soit le pouvoir judiciaire ou le pouvoir exécutif, ce sont des pseudo-pouvoirs, ce ne sont pas des pouvoirs. Le seul pouvoir qui existe, c'est le pouvoir du peuple. Et ce pouvoir du peuple est incarné par l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est une structure qu'il faut bien capaciter, faire des députés qui sont à mesure de voter des lois, de les accepter, de les refuser. Pas pour le chef. Non, pas pour le chef. Parce qu'en ce moment, il n'y aura pas de subordination entre le chef et entre le législatif et l'exécutif. Mais tant qu'il y a cette subordination, il est clair que le président de la République fera voter aux députés toutes sortes de lois. Hein. Mais on sait que les frontières entre ces 3 pouvoirs sont, pour ne pas dire très ténues, entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Est-ce qu'il faut tout simplement enlever des frontières et mettre des barrières? Non, c'est même pas de mettre des barrières. Les 3 pouvoirs doivent travailler ensemble, mais en toute autonomie. C'est-à-dire le pouvoir législatif, c'est le pouvoir du peuple. Il se doit, de façon très sereine, ne pas être dépendant de l'exécutif. Le pouvoir judiciaire ne doit pas être dépendant de l'exécutif. C'est-à-dire les magistrats sont indépendants. Si vous prenez par exemple la chancellerie, le parquet obéit à la chancellerie, sur même des affaires personnelles, ce qui n'est pas normal. Sur des affaires d'ordre général, on pourrait le comprendre. Mais sur des affaires personnelles, si vous prenez par exemple le cas de Khalifa, si la justice avait une certaine indépendance, mais ce cas n'aurait pas existé. Simplement parce que, bon, il y a des injonctions qui sont venues et de la présidence, si je dis et de la présidence, via le ministère de l'Intérieur, pour faire en sorte que le parquet puisse se saisir du dossier de Khalifa, qui est un dossier individuel. Ce n'est pas une affaire générale. Est-ce que c'est aussi le cas pour le dossier Karim Wade, qui est cet autre candidat là? Mais moi, je ne connais pas le dossier Karim Wade, pour être très honnête. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le dossier Karim Wade. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été emprisonné, il a été libéré. Je ne connais pas ses conditions de libération. Donc je ne peux pas épiloguer sur son dossier. Aujourd'hui, on a vu très récemment cette forte mobilisation à travers les réseaux sociaux, à travers la presse et les télévisions. Est-ce que cette mobilisation que l'on a vue sur les allées du Centenaire, le boulevard du Centenaire, pourra, à la présidentielle du 24 février, être matérialisée dans les urnes? Ben moi, je pense que c'est proportionnel. Hein. De toutes les façons, nous n'avons pas été les seuls à faire une investiture. Hein. Quand on a fait cette investiture, vous voyez que nous avons rempli les allées de Centenaire. Nous avions même demandé le Grand Théâtre, vous vous êtes rendu compte qu'on nous l'a refusé. Mais que bon, c'était heureux d'ailleurs qu'on nous l'ait refusé, parce que si nous avons été au Grand Théâtre... Même si sur ce plan, on a expliqué que votre demande... non, 24 heures après, ça n'a rien à voir. Il y avait déjà... la demande était dans le circuit. Non, la demande n'était pas dans le circuit. Ils nous ont refusé. Je pense que ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'ils nous ont refusé. Ils nous ont refusé d'ailleurs toutes les structures, hein, que ce soit le Grand Théâtre, que ce soit le Théâtre National Daniel Sorano, qu'ils ont donné d'ailleurs à d'autres parties, hein, que ce soit le Dakar Arena. Mais c'est heureux pour nous d'ailleurs, parce que nous avons pris les allées de Centenaire, qui sont au cœur de Dakar. Et les gens se sont rendus compte que même si nous étions, n'est-ce pas, à Dakar Arena, mais cette structure ne pourrait pas contenir les militants du PUR. Alors, la mobilisation du PUR, on ne va pas revenir sur celle-ci. Issa Sall, coordinateur du PUR,
Ou est-ce le leader des Moustachidines et Moustachidates, on dit souvent que le PUR est d'abord une entité plus ou moins religieuse. Oui, mais on continue à le dire, mais ça ne nous empêche pas nous de progresser. Il est clair que nous avons beaucoup de militants. L'essentiel, une bonne partie de nos militants, c'est des Moustachides et on s'en félicite d'ailleurs. Hein? Voyez un peu. C'est des militants qui sont disciplinés. Le lendemain d'ailleurs de notre investiture, vous vous êtes rendu compte que ces allées de centenaires ont été totalement nettoyées. Vous voyez, il y a beaucoup de discipline à notre niveau. Et là, ça fait un plus pour notre parti. Mais bon, il faut voir quand même qu'on est le PUR. Le PUR, c'est quand même un parti. Hein? Donc, ça regroupe un parti qui existe depuis 20 ans. Un parti qui existe depuis 20 ans. Ça regroupe donc des personnes qui appartiennent au mouvement moustachide comme des personnes qui n'ont rien à voir avec le mouvement, qui n'ont rien à voir même avec la religion musulmane. Donc les gens continuent à le dire, c'est de bonne guerre. Quand on va aux élections, donc on voudrait stigmatiser certains partis. Mais vous vous êtes rendu compte qu'ils ne sont pas parvenus à nous stigmatiser. Ce n'est pas un parti de partisans religieux. Non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, quelqu'un qui pose cette question, je me demande même, je me pose la question sur sa connaissance de l'existence des partis au Sénégal. Parce que vous savez bien que le parti est réglementé par la Constitution. Vous ne pouvez pas être d'obédience religieuse, ni ethnique, ni régionale, etc. Et nous répondons à l'ensemble de ces critères. On peut contourner on n'a rien à contourner. On n'a rien à contourner. Le parti, c'est pour tous les Sénégalais. Aujourd'hui, vous voulez être membre du parti, il vous suffit simplement de sortir 500 francs et d'acheter votre carte de membre. On ne se pose pas la question si vous êtes chrétien, musulman, sérère, tout couleur, ou si vous habitez la région de Fatick ou celle de Saint-Louis. Hein, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez sénégalais. La mobilisation, c'était à Dakar. Est-ce que c'est le cas pour les autres régions du Sénégal? Est-ce que le PUR a une forte présence dans ces... Ah oui, parfaitement. Ah oui, on est présent partout. Hein, de toutes les façons, là. On est présent partout. Ce congrès, on aurait pu le faire à Thiès, on aurait pu faire le congrès à Louga, on aurait pu le faire à Kaolack, on aurait pu le faire partout. Mais vous savez, Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'une manifestation pareille, les gens préfèrent le faire, n'est-ce pas, ici à Dakar. Mais ça aurait pu se faire partout. Et nous mobilisons partout. Nous sommes dans ce processus de dépôt des parrainages au niveau du Conseil constitutionnel. Vous avez déjà déposé... Et nous avons déposé notre candidature, c'est plus que le parrainage. Hein. Vous savez, le parrainage n'est qu'un dossier parmi tant d'autres. Hein. Il faut donc l'investiture, il faut la demande de candidature, il faut donc des pièces, des attestations sur l'honneur. Nous, on n'est pas une coalition, on est un parti. Hein. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui avaient besoin de récépissé pour déposer. Ça ne nous concerne pas. Je pense que nous sommes le seul parti d'ailleurs qui n'est pas concerné par ce récépissé. Ce qui fait que nous avons déposé notre parrainage et déposé les pièces qui me concernent personnellement. Et voilà, nous attendons le résultat comme tout le monde. Et vous êtes optimiste par rapport à oui, parfaitement. Je veux dire ce qu'ils ont demandé. Nous les avons remplis intégralement. Les 66 800 parrains, nous les avons déposés. C'est le 1%. Parce qu'on nous demandait entre 0,8 et 1%. Nous avons déposé les 1%. Je pense que même s'il y a quelques marges d'erreur, même avec 5000 parrains non validés, et je ne pense pas que ce sera le cas, mais les gens vont passer au lama. Mais justement, je pose la question par rapport à ce parrainage, parce qu'on le sait, là je vais prendre peut-être ou emprunter la casquette d'informaticien que vous êtes. Vous avez eu à gérer, entre guillemets, sur le plan informatique des élections ici au Sénégal, au Burkina Faso, au Sénégal de 1998 à 93 à 2012. À 2012, 20 ans. Aujourd'hui, vous êtes quand même parmi ceux qui étaient contre ce système de parrainage, en tout cas tel qu'il est fait ici au Sénégal. Exact. Non, mais c'est un système qui n'a même pas de sens. Hein. C'est le parrainage. Ce parrainage-là que nous connaissons, on demande aux gens de vous parrainer sans pour autant leur donner leur carte d'électeur, ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est seulement cet aspect qui... Non, il n'y a pas que cet aspect. Il n'y a pas que cet aspect. Il y a ce problème de vérification du parrainage. Il y a plein de choses. Je pense que c'est une loi qu'ils n'ont pas pensée. D'ailleurs, vous vous êtes rendu compte que c'est une loi qui a fait 5 mois à l'Assemblée pour être votée. Donc, un projet de loi, en fait, quand il est déposé, au bout de 3-4 jours, bon, les députés votent, le président promulgue et on n'en parle plus. Mais cette loi a fait l'objet d'un dépôt qui a duré 5 mois. Donc vous voyez que c'est une loi qui était... Est-ce que techniquement, il est possible au Conseil constitutionnel, en l'état, aujourd'hui, de pouvoir vérifier ces différents dossiers de Oui, techniquement c'est très facile d'ailleurs. Non, mais je veux dire, en un jour, ils auraient pu, hein, je ne sais pas, ils ont plusieurs semaines d'ailleurs pour le faire. Mais même en un jour, ça c'est faisable. Hein. Étant donné qu'on nous a demandé les fichiers papier, c'est-à-dire le support papier et le support électronique. Il
est clair que le support papier ne peut pas faire l'objet de vérification, parce que c'est volumineux, il faut regarder les signatures. Je ne pense pas qu'ils iront jusqu'au niveau des signatures parce que la signature n'est pas vérifiable. Mais s'il s'agit du fichier électronique, il suffit de mettre la clé dans l'ordinateur et automatiquement les doublons sortent. Je veux dire, le premier déposant va bénéficier de l'ensemble des doublons, le second aura donc ses doublons réduits, ainsi de suite. Eh bien, on vous appellera pour vous dire dans les 48 heures, vous avez donc la possibilité de remplacer les doublons. Ce qui fait que voilà. vous avez un stock à côté pour combler nous avons autant le nombre de parrains que nous avons déposé, 66 000, nous avons presque autant en stock. En stock. Voilà, ce qui fait que s'ils nous appelaient, je suis presque sûr qu'ils ne vont pas nous appeler parce que, vous savez, c'est entre 0,8 et 1%. On a déposé quand même 1%. Bon, tous les candidats diront la même chose. Non, mais moi je fais un calcul, c'est scientifique. C'est entre 0,8 et 1%. Le 1% c'est 66 000. Les 0,8 c'est 54 000. Donc il y a quand même une grande différence de marge. Donc si vous avez 10 000 parrains qui sont invalidés, mais vous êtes toujours dans la fourchette des 0,8%. Alors nous maintenant, en faisant le parrainage, nous avons quand même travaillé sur la base du fichier de 2017. Et tous nos parrains sont vérifiés. Parce que vous n'avez pas le fichier de 2018. Ça ne nous a pas intéressé, nous, ce fichier de 2018. Et pourtant, c'est la bataille de l'opposition. En tout cas, nous, ça n'a pas été notre problème. Tout de suite, c'est pourquoi d'ailleurs, en 10 jours, nous avons terminé notre parrainage. Tout de suite, quand on a parlé de parrainage, on a pris le fichier de 2017, qui peut le plus, peut le moins. Ceux qui sont en 2017, ben, ils seront dans le fichier de 2018, n'est-ce pas? Donc, nous avons nos parrains, nous avons vérifié avec le fichier de 2017, et le compte était bon. Cela veut dire que les 66 000 parrains que nous avons déposés n'ont pas de doublon. Avez-vous foi en ce Conseil constitutionnel aux 5, disons maintenant 7 sages, puisque 2 ont été oui, ils ont toujours été 7, hein. 2 sont venus, 2 sont partis. Et d'autres sont repartis. Est-ce que vous avez foi en ce Conseil constitutionnel? Ce n'est pas un problème d'avoir foi, simplement c'est qu'ils doivent faire correctement le travail. Nous pensons qu'ils vont quand même faire le travail, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire il faut voir si la personne jouit de ses droits civiques et politiques, il faut voir si la personne n'est pas en porte-à-faux avec le fisc, il faut voir si la personne est exclusivement de nationalité sénégalaise, il faut voir si la personne a une carte d'électeur, il faut voir si la personne a donné le nombre de parrains qu'il faut. Je pense que c'est simple, Oui, alors, si c'est ça, bon, pour justement, il n'y a pas de difficulté, quoi. Pour justement mettre à l'aise tout le monde, le Conseil constitutionnel a décidé de prendre des observateurs issus de la société civile, mais certains doutent un peu du travail qui sera effectué par ces observateurs en disant que certains étaient dans d'autres partis politiques. Est-ce qu'il était nécessaire aujourd'hui pour le Conseil constitutionnel d'avoir des observateurs? Non, moi je ne doute pas de ça du tout. Je pense que c'est Est-ce qu'il était nécessaire pour le Conseil constitutionnel d'avoir des observateurs de la société civile pour calmer le jeu? Non, c'est pas mauvais en soi. De toutes les façons, le Conseil constitutionnel, c'est quand même 7 sages, dont l'essentiel est constitué de magistrats et d'inspecteurs généraux d'État. Cela veut dire qu'il y a un doute quand même au niveau des hommes politiques concernant le travail du Conseil constitutionnel. Si les partis politiques, notamment de l'opposition, demandent à pouvoir surveiller ce qu'il y a simplement, c'est qu'ils ont à un moment donné manque de rigueur. C'est-à-dire quand il fallait déposer les candidatures, on s'est rendu compte que Benno Bokk Yakaar s'est arrangé pour être le premier déposant. Ils se sont précipités d'ailleurs pour être le premier déposant, ce qui n'était pas normal, je pense, parce qu'il y a quand même d'autres partis qui étaient venus avant Benno Bokk Yakaar. Là, quand même, c'est des soupçons. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils le font, parce qu'ils ont peur que leurs parrains soient invalidés. S'ils disent qu'ils ont des millions de parrains, étant entendu naturellement qu'ils ne peuvent déposer que 66 000 parrains, pas les millions qu'ils ont annoncés. Bon, ils n'ont déposé que les 66 000. Sur le plan des chiffres, c'est l'anecdote, on nous parle de pratiquement 6 millions, 7 millions de parrains sur un fichier électoral qui au plus ne comportera pas 7 millions d'électeurs. Les chiffres qui sont donnés ça et là par les différents candidats, les différents partis. C'est pas des chiffres exacts, ça je vous le dis tout de suite, parce que là ils ont crevé. Tout de go, vous êtes sûr que... Non, c'est pas un tout de go, c'est sûr que c'est pas exact, ils ont crevé le plafond. Le taux de participation c'est aux alentours de 50%, nous avons 6 millions d'électeurs, maximum 7 millions d'électeurs, ça vous ferait 3 500 000 électeurs, mais c'est pas tout le monde qui va être parrain.
quand ils déclarent in fine, parce qu'ils avaient parlé de 4 millions de parrains, je pense qu'en définitive, ils ont parlé du pouvoir. Je parle du pouvoir, je ne parle que d'eux d'ailleurs, parce que ce sont eux. Nous sommes de l'opposition de façon très claire, ça sans jambage. Nous avons cherché à peu près 100 000 parrains, ça nous a largement suffi. De ces 100 000 parrains, nous avons extrait les 66 000 parrains que nous avons déposés. Eux, ils ont parlé de 2 millions de parrains. Bon, c'est une pré-campagne, certainement, ils veulent avoir des parrains qui vont voter pour eux. Mais ce qu'ils vont déposer, c'est simplement 66 000. Donc ces chiffres-là, c'est des chiffres qui sont fabriqués, qui n'ont aucun sens, et je pense qu'ils n'émeuvent personne. Alors, vos rapports, on en parlait il y a quelque temps avec le guide des Moustarchidine, Seigne Moussa Fassi. Comment sont-ils? On a d'excellents rapports, je pense qu'il n'y a aucun problème, tout se passe très bien, c'est le président du parti. Donc c'est le patron du parti. Je pense qu'on a une particularité d'ailleurs. Nous sommes le seul parti où le second est investi. Tous les partis, c'est le patron qui est investi. Parce que les gens, c'est une affaire familiale pour certains. Oh non, c'est pas du tout une affaire familiale. Le parti quand même compte plusieurs milliers, centaines de milliers de membres. Vous n'allez pas me dire que tout le monde est de la famille ici, non. Voilà, c'est ça. Alors, sera-t-il à vos côtés justement pour battre campagne? Mais il est tout le temps à notre côté. De la présidentielle. Mais il est tout le temps à notre côté, le président. Sur le terrain, je veux dire. Non, mais même sur le terrain, même pendant l'investiture, il était à notre côté. Il n'était pas physiquement présent, mais vous vous êtes rendu compte que c'était l'absent le plus présent. À vos côtés, je veux dire physiquement, est-ce qu'il sera là à vos côtés? Ah non, mais non, il ne peut pas être là. Mais peut-être glaner le maximum. Non, il ne peut pas être là physiquement. Son statut ne lui permet pas d'être là physiquement. C'est nous qui allons faire le travail. C'est moi qui vais diriger la chose physiquement pendant la campagne, pas lui. Alors, lui, vous êtes le politique, lui, c'est le religieux. Non, ça n'a rien à voir. On n'a pas de religieux dans le parti. Le parti n'a pas de religieux. C'est comme si vous ne savez pas comment un parti est conçu dans le pays. Je vous le rappelle. Non, je vous le rappelle quand même. Non, je vous le rappelle. La Constitution vous dit. Je vous le rappelle. Non, si vous ne connaissez pas les textes, je vous le rappelle. La Constitution est très claire. La Constitution vous dit qu'un parti ne peut pas être d'obédience religieuse. Un parti ne peut être d'obédience ethnique. D'obéissance régionale. Bien entendu, on connaît le texte. Mais si vous connaissez le texte, il faut dire le texte. Ce qui est valable dans les textes peut ne pas être. Ah non, ce n'est pas notre cas. Nous respectons scrupuleusement le texte et nous avons tout ce qu'il nous faut pour fonctionner comme un parti normal. Alors ça, c'est la réponse à ceux qui disent que c'est un parti islamiste? Ben ça, c'est le problème, s'ils le disent. Nous, ça ne nous engage pas. Nous faisons notre travail. On n'a rien de parti islamiste. On est un parti stricto sensu normal. Où il y a l'ensemble des Sénégalais qui sont couleurs de l'islam. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de couleur de l'islam. La couleur verte, il y a eu quand même le Parti socialiste qui a eu la couleur verte dans le passé. Vous allez me dire que c'est un parti islamiste, certainement. Il y a certainement d'autres partis qui ont aussi la couleur verte. Pendant les élections législatives, il y a des partis qui l'ont. Vous allez dire aussi que c'est des partis islamistes. Ça n'a rien à voir. Alors, comment faire pour apaiser les tensions politiques qui souvent surgissent à quelques encablures des élections? On a vu quelques bribes de tension au niveau du Conseil constitutionnel, justement avec cette préséance, je suis premier, je suis deuxième. On va vers des élections que certains disent à l'issue incertaine, mais qui pourraient charrier autant de tensions. Comment justement essayer d'apaiser la situation? Nous, en ce qui nous concerne, au niveau du PUR, nous n'avons pas de problème. Vous savez, quand nous sommes allés au Conseil constitutionnel, on a déposé notre candidature. Certains pensent même d'ailleurs que nous n'avons pas encore déposé. On a déposé le premier jour. Nous ne sommes pas dans... Sans tambour ni trompette. Non, sans tambour ni trompette. Pendant les élections aussi, au niveau de la campagne, ce sera exactement la même chose. Nous allons faire notre campagne de façon très civilisée, ce que nous avons fait d'ailleurs pendant la législative. Vous vous êtes rendu compte que pendant la législative, il y a eu beaucoup de bagarres entre coalitions, entre anciens camarades de parti. Ça n'a pas été le cas. Ce sera une campagne civilisée. Nous, en tout cas, on fera une campagne tout à fait très civilisée. Nous n'avons pas de problème à ce niveau. Oui, alors, nous allons dans un instant aborder une autre question. Vous êtes, je le disais, enseignant, professeur, vous êtes là où vous nous accueillez au niveau de l'Université du Sahel, que vous dirigez, que vous avez créé. On va revenir dans un instant également sur cette dette de l'État aux universités. La question sera, est-ce que vous faites partie de ceux qui réclament à l'État ces sous? Bien sûr, je suis une université. D'ailleurs, je fais partie des toutes premières universités en 2013 qui avaient été cooptées pour prendre des étudiants de l'État. Parce qu'à un moment donné, l'État s'est rendu compte
que les universités publiques n'avaient pas la capacité de prendre tous les étudiants. Et donc ils avaient comme critère les universités, ou en tout cas des écoles supérieures, qui avaient l'agrément du CAMES, qui avaient des diplômes reconnus par le CAMES. Nous étions 10 écoles à l'époque, donc qui avaient des diplômes reconnus par le CAMES, et on nous a donné un certain nombre d'étudiants. Ça, c'est 2013. Et chaque année, maintenant, on nous donne des étudiants. Mais on s'est rendu compte que ces 3 dernières années, l'État a des difficultés financières et qu'ils n'ont donc pas pu payer. Est-ce une bonne politique, finalement, de ventiler ces différents étudiants? Mais moi, je pense que c'est une très très bonne politique, parce qu'autrement... Puisque vous y trouvez votre compte. Non, c'est pas un problème de trouver notre compte. Nous n'avons pas été demandeurs. Vous savez, 10 ans auparavant, moi, j'avais fait une lettre au ministre de l'Enseignement supérieur pour lui dire, écoutez, orientez-moi des étudiants, parce que je faisais partie des rares universités privées. Et j'ai demandé 10 ans auparavant, avant même qu'on oriente, avant même que 2013 n'arrive. Donc ça, c'était déjà 2003. Déjà en 2003, j'avais fait une correspondance au ministre de l'Enseignement supérieur pour dire, écoutez, pouvez-vous nous orienter des étudiants? Ils ont dit non, l'orientation est du ressort exclusif, n'est-ce pas, de l'université Cheikh Anta Diop. J'ai dit, bon d'accord, laisse-moi ton pisser parce qu'il va venir, comme les gens ont l'habitude de dire. Je savais qu'avec cette massification, l'histoire me donnera raison. 10 ans après, ils sont venus pour dire, écoutez, aidez-nous à prendre des étudiants. Donc nous n'avons pas été demandeurs. La dernière question, est-ce un système que vous allez maintenir? C'est pas à nous de maintenir le système, c'est l'État, parce que l'État paye de toutes les façons. En nous donnant des étudiants, l'État paye pour chaque étudiant du premier cycle 400 000 et pour chaque étudiant du second cycle, donc ceux qui font le master 600 000. Bon, maintenant qu'ils ont des difficultés financières, qu'ils ne parviennent plus à payer, je pense que c'est une politique qui ne pourrait pas continuer sous cette forme. En tout cas, cette année, au moment où je vous parle, les étudiants bacheliers ne sont pas encore dans le privé. Voilà. Et on est au mois de décembre. On va marquer une courte pause, le temps de retourner au service commercial. Vous suivez toujours TLV, toute la vérité, et notre invité aujourd'hui, le professeur Issa Sall. Kalinex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé am na couche ultra absorbante lingette poudre talc am na crème huile eau de toilette ba ci gel shampoing Kalinex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège-slip. Merci de nous retrouver. Nous sommes toujours avec, je le rectifie, le professeur El Hadj Issa Sall. Voilà, parce que mon nom officiel, en fait, c'est El Hadj Sall. C'est dans vos papiers. Dans les papiers, c'est El Hadj Sall. On a abordé tout à l'heure la question étudiantine et ce programme établi par l'État consistant à ventiler les étudiants qui ont peut-être des difficultés à se retrouver dans les différentes universités publiques du Sénégal, dans les universités privées. Un programme que vous allez continuer une fois au pouvoir? Non, en fait, non, je ne sais pas. Il faut savoir que nous allons totalement changer la façon dont l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire et l'enseignement élémentaire est en train de se dérouler au Sénégal. Donc ce ne sera pas une continuité. C'est-à-dire que le système actuel n'est pas bon? Non, c'est pas parce que c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a toujours des différences. Moi, par exemple, je demanderais à ce que tous les Sénégalais puissent suivre une formation jusqu'à l'âge de 16 ans, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le bac, il n'y aura plus de série au niveau du baccalauréat. Il n'y aura pas de baccalauréat C, de baccalauréat D ou de baccalauréat L. Les étudiants feront la même formation jusqu'en classe de terminale. Ils feront un seul baccalauréat et arrivé à l'université maintenant, ils devront pouvoir choisir ce qu'ils voudront faire. Voilà, donc je vais faire en sorte que chaque département puisse avoir une université de taille moyenne et que l'étudiant, n'est-ce pas, qui habite Kaolack ne serait pas obligé d'aller jusqu'à Saint-Louis à l'université. Voyez un peu. Donc le problème d'orientation de bourse ne se posera plus. Naturellement, tous les étudiants seront dans des universités, mais des universités de proximité, ce qui fait qu'ils n'auront
plus beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, de pension, beaucoup de problèmes d'hébergement. Est-ce que tous les élèves, si on aborde votre programme, on entre dans le vif du sujet, devraient être orientés à l'université dans les différentes universités? Vous savez... Puisqu'on sait que, par exemple, le régime actuel, celui de Macky Sall, a prôné une certaine rupture dans la mesure où certains qui doivent se spécialiser dans les filières techniques ou travaillant le sol, etc., dans l'agriculture, qu'il y ait des universités ou des écoles supérieures qui puissent former des techniciens agricoles. Vous savez, l'université forme aussi aux techniques. L'université forme à l'agriculture, l'université forme à la mécanique, l'université forme à l'ensemble de ces formations professionnelles. Je pense que ceux qui le disent pensent que l'université, c'est de la littérature, c'est de l'enseignement théorique. Non. Une bonne université, c'est une université qui fait de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique. On en a encore des ingénieurs, mais on n'a pas cette culture de ces universités. Quand vous allez aux États-Unis ou dans certains pays, c'est dans les universités qu'on forme les ingénieurs. C'est dans les universités qu'on forme en agriculture. En agriculture, c'est dans les universités. D'ailleurs, je vous rappelle la loi Morrill de 1856 aux États-Unis qui avait créé donc des universités land-grant. Land-grant, c'est-à-dire l'État a donné des terres à des structures pour monter des universités et qui devaient principalement travailler dans le domaine de l'agriculture et de la mécanique. Machinisme agricole, agriculture. Former des ingénieurs. Ce sont des universités qui le font. Maintenant, nous avons hérité le système français. L'université, c'est pour former des enseignants. Quand vous faites une formation en sciences, c'est pour sortir être professeur de lycée. Quand vous faites une formation en lettres, c'est pour sortir pour être professeur d'histoire, de géographie, etc. Et pendant très longtemps, les universités n'ont pas formé d'ingénieurs. Mais la formation d'ingénieurs, c'est l'université qui fait cela. Et nous, les universités que nous allons mettre en place, c'est des universités qui vont former des philosophes, des littéraires, des sociologues, des juristes, mais aussi des ingénieurs, des scientifiques. Il faudrait beaucoup de moyens pour... Non, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Les moyens que l'État actuellement injecte au niveau des universités, ces moyens pourront permettre donc à ces universités de faire ces formations. L'État a déjà des difficultés pour payer ses dettes au niveau de ces universités. Mais oui, c'est un problème d'optimisation simplement. C'est parce que c'est quand même quelque chose comme 16 milliards. Oui, c'est quelque chose comme 16 milliards. Ça va même augmenter parce que si les nouveaux bacheliers sont orientés cette année, ce sera peut-être 8 milliards de plus. Est-ce qu'ils auront le temps de payer tout cela? La dette va s'amonceler, elle va exploser. Où allez-vous trouver ces fonds justement pour cette création de ces fonds sont là, c'est-à-dire l'argent est là. C'est l'utilisation de l'argent qui n'est pas faite de façon optimale. Le Sénégal est liquide. Mais le Sénégal n'est pas liquide. De toutes les façons, le ministre l'a dit. Ils ont combien de milliards? 300 milliards. Et ils vont dans quelques jours au Club de Paris pour justement... pour le PTT, chercher beaucoup de milliards. Oui, mais ce que je veux dire simplement, le problème d'argent ne se pose pas au niveau du pays. C'est la gestion. C'est l'utilisation. C'est l'utilisation optimale. Il faut optimiser. Différent de la gestion, l'utilisation. Oui, non, c'est optimiser. C'est-à-dire quand vous avez 1000 francs, n'est-ce pas? Ces 1000 francs, vous pouvez faire énormément de choses avec ces 1000 francs, comme vous pouvez prendre 1000 francs et les utiliser simplement pour une seule chose. Donc c'est un problème d'optimum. Vous prenez le TR là, ce qui vous coûte plus de 1000 milliards, qui ne fait que 57 kilomètres. Mais on aurait pu, avec cet argent, n'est-ce pas, irriguer le Sénégal en chemin de fer. Vous êtes en train de faire la comparaison encore toute récente entre le TER et le chemin de fer au Maroc. Voilà, par exemple. Vous vous rendez compte, pour 200 km au Nigeria, pour 400 km au Maroc, vous avez moins de 100 km, 57 km au Sénégal. Ça, c'est une utilisation optimale. À qui vous confiez vos marchés, n'est-ce pas? Quel type de négociation vous allez faire? Quel est le besoin qu'il vous faut? C'est ça la chose. Donc, est-ce à dire que ce régime a trop de lacunes? Bon, ça c'est clair. Je veux vous dire, si nous nous présentons, c'est faire mieux que le régime passé. Mais nous ne sommes pas dans le dénigrement. Vous mettez déjà le régime dans le passé? Ça ne nous intéresse pas. Vous mettez déjà le régime dans le passé? Non, ce que je veux dire, c'est que ça ne nous intéresse pas de critiquer. Nous, c'est de proposer des solutions. C'est ça, notre créneau. C'est de proposer des solutions, pas de dire ce qu'ils ont fait mauvais. Ça, c'est même du nihilisme. Les gens... Ça veut dire qu'il y a du bon. Mais bien sûr, il y a tout le temps du bon. Il y a tout le temps du bon. Mais il y a l'optimum. Je ne sais pas si ce terme-là vous dit quelque chose. C'est-à-dire optimiser. C'est-à-dire nous voulons optimiser. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont fait est bon, tout ce qu'ils ont fait est mauvais. Nous ne sommes pas dans ce créneau. Nous sommes dans le créneau d'améliorer le quotidien des Sénégalais. C'est ce qui nous intéresse. En quoi allez-vous améliorer le quotidien des Sénégalais? Si on devrait prendre... On entre dans le quotidien des Sénégalais. Nous avons dit dans notre programme que l'homme est au début, au milieu et à la fin de notre processus, de notre programme.
C'est-à-dire l'homme en tant que ressource doit être capacité, doit être formé. Hein, parce que vous savez, un pays ne peut pas être développé si ses ressources humaines ne sont pas formées. La personne doit être formée, mais bon, quand même si vous êtes formé, il faut aussi être en bonne santé. Donc nous mettons l'accent sur la formation et la santé. C'est pourquoi nous avons dit qu'au niveau des 45 départements, il y aura des hôpitaux, n'est-ce pas, les meilleurs hôpitaux, hein, il y aura des universités, il y aura des lycées, n'est-ce pas, au niveau des communes, hein, il y aura des centres de santé, et donc il n'y aura pas de problème de formation, il n'y aura pas de problème de santé. Maintenant, ces personnes capacités formées qui ont une bonne santé viennent au milieu maintenant pour construire les infrastructures, la communication, etc. Et ce sont les bénéficiaires. Vous savez, quand vous mettez quand vous participez à la création de quelque chose, vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc si vous êtes bénéficiaire, mais vous n'allez pas gaspiller les ressources que vous avez aidé à bâtir. Donc c'est ça le programme du PUR. Dans le programme du PUR, il y a plusieurs aspects, on le sait, sur le plan économique, on en a un peu parlé il y a un instant, sur le plan de l'éducation également et de la formation. Quels sont, ou quel est le cheval de bataille du PUR dans ce programme qui pourrait faire changer les choses? Mais, je vous l'ai dit, hein, je le répète, hein, c'est-à-dire au niveau de l'éducation. Les gens sont en dehors de l'éducation. Oui, mais je viens. Hein, c'est important, c'est fondamental. J'ai dit au niveau de l'éducation, les gens seront formés jusqu'à 16 ans, à charge pour eux maintenant de faire autre chose s'ils veulent. La santé, je vous ai dit que les départements seront équipés d'hôpitaux. Mais je vous ai dit que, bon, dans le programme, hein, que nous n'allons pas avoir un gouvernement budgétivore. On m'a même posé la question la dernière fois de savoir combien de ministres vous allez avoir. J'ai dit, écoutez, je peine à avoir 20, je suis à 18, mais je vais arrondir jusqu'à 20, pour des problèmes de cohérence, simplement, hein, d'une part, mais d'autre part aussi pour des problèmes de sobriété. C'est ce qu'on avait dit, on a vu... J'avais dit aussi que ces agences qui sont budgétivores, ces agences-là, ces agences qui existent et qui sont budgétivores, il faut systématiquement les supprimer. Je ne peux pas comprendre... C'est la suppression également de postes et d'emplois. Non, si on supprime des agences, mais c'est pas c'est pas un problème de suppression. C'est pas un problème de suppression et d'emploi. Vous avez une agence qui peut avoir une dizaine, une vingtaine de personnes qui bouffent beaucoup plus, n'est-ce pas, qu'un ministère qui a 200, 300 personnes. Hein. Ces gens, ils ont quand même signé un contrat. Hein. Et quand vous signez un contrat avec l'État, l'État ne peut pas se lever un jour pour dénoncer le contrat. Ces personnes seront ventilées quelque part. Hein. C'est simplement pour dire que c'est pas uniquement le salaire qui pose problème. C'est aussi le fonctionnement. Ces agences fonctionnent, hein, ils utilisent le carburant, ils utilisent des voitures, ils font des missions, etc. Et tout cela est inutile. Donc le problème, ce n'est pas le salaire, parce que les salaires ne sont pas élevés dans ce pays. C'est ça. Alors il faut supprimer cela. On ne peut pas aussi avoir ce qu'on appelle le cumulisme. Et vous êtes député, vous êtes maire, vous êtes sénateur, etc. Ça va cesser. On a vu une politisation à outrance de l'administration sénégalaise. Oui, c'est ça. Mais ça ne va plus exister. Ou des directeurs de société, des chefs de service. Vous travaillez au niveau du service public, vous êtes directeur. Vous ne pouvez même pas vous présenter à certaines élections. C'est-à-dire vous êtes directeur national, vous ne serez même plus autorisé à vous présenter à certaines élections. Hein? À moins de démissionner peut-être 6 mois ou 7 mois ou peut-être même 1 an auparavant. Si certains de vos responsables du PUR ou militants... Non, je ne m'occupe pas des responsables du PUR. Moi, je m'occupe du Sénégal. Quand je serai président de la République, ce n'est pas le PUR, ce sera le Sénégal. Ce sera la patrie avant le parti. Oh non, oui, ça c'est un slogan. Hein. Je veux dire, moi, ce qui m'intéressera, c'est le Sénégal. C'est tous les Sénégalais qui vont... Ce sera la patrie. Voilà, on ne parlera même pas de parti. Hein. On ne parlera pas de parti, ce sera le Sénégal. Hein. Donc moi, je ne veux pas reprendre le slogan des autres pour dire la patrie avant le parti, etc. Non, je dis, c'est le Sénégal qui va m'intéresser. Et je vais travailler avec tous les Sénégalais, à égalité. Au risque de perdre certains de vos militants? Non, mais on ne perd pas nos militants parce que nos militants sont des Sénégalais. Si vous travaillez pour le Sénégal, vous travaillez aussi pour les militants du PUR. C'est ça. C'est ça. Donc, alors, est-ce que vous êtes justement pour ce changement de paradigme que le parti disparaisse, ou en tout cas la gestion du parti ne puisse plus être confiée, ou la gestion de la patrie ne puisse plus être confiée à justement ce président de parti ou secrétaire général? Non. Vous savez, un parti, il a un certain président, il a quelqu'un qui gère le parti, mais un parti est géré par beaucoup de gens. Par exemple, à notre niveau, vous avez la cellule, vous avez la fédération, et puis bon, vous avez quand même le bureau politique. Il y a beaucoup de personnes qui gèrent le parti. Le professeur Elhadji Issa Sall, président de la République, le parti maintenant... Mais nous sommes des assisards. Oui. Ça, vous le savez au moins. Nous avons signé les assises, et que quand on est président de la République, on ne doit plus s'occuper de parti.
C'est tout. Hein. Il est clair que moi, président de la République, je n'ai plus rien à voir avec tel ou tel parti. Je vais m'occuper du Sénégal. Alors, vous avez, on va emboucher la même trompette où on parlait de ces assises-arts et c'était dans les différentes questions. Aujourd'hui, quelques années après cette signature avec nos doyens, qu'est-ce qui est advenu de ces assises et surtout par rapport à la gestion du Sénégal? Non, non, bon, vous me parlez de la gestion. Moi, j'ai l'habitude de dire, écoutez, je ne suis pas là pour critiquer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Mais moi, vous aviez posé des jalons dans le cadre des assises qui devaient être respectés. Mais nous ne sommes pas au pouvoir, donc nous n'avons pas appliqué les assises. De toutes les façons, le pouvoir en place n'a pas appliqué les assises. Ça, vous le savez. Pourtant, était observateur et même signataire. Mais ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que mon focus n'est pas ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Moi, mon focus, c'est ce que je vais faire. Ce que je sais, c'est qu'ils ont signé les assises, mais ils n'ont pas respecté les assises. Hein? Mais ce n'est pas ça, moi, mon intérêt. Mon intérêt, c'est ce que je vais faire. Allez-vous respecter justement les assises? Ah, bien sûr, ça c'est évident. Nous allons respecter, n'est-ce pas, ce qui est signé au niveau des assises. On n'a pas de problème là-dessus. Hein? Le fait que les gens cumulent des postes, le fait que les gens, n'est-ce pas, ne soient pas éthiques, tout ça, ça fait partie du problème. Qu'il y ait une gestion familiale de la chose publique. Non, on n'a pas ce problème de gestion familiale. Hein. Je veux dire, quand vous voulez diriger un pays, c'est parce que vous avez là quand même la possibilité de ne pas bénéficier, n'est-ce pas, des retombées financières de ce pays. Si on était là pour vouloir bénéficier de retombées financières, mais on ne serait pas là. Hein. Je pense qu'il y a quand même un minimum de doylou, si je peux appeler ce terme, utiliser ce terme, que les gens doivent avoir pour prétendre à gérer un pays. Mais si vous gérez un pays à cause d'un salaire qu'on vous donne, ou bien à cause d'un terrain que vous pouvez avoir, ou bien à cause d'une voiture que vous pouvez avoir, mais ce n'est pas la peine. Alors, je pense que nous avons dépassé cette affaire. Le propos est beau, le propos fait rêver. Non, non, il est beau, il ne sera que ça, de toutes les façons. Hein. Ça c'est sûr, hein. On ne va pas... La raison pour laquelle j'aborde ce sujet, on le sait, ce qui se passe, vous suivez notamment l'actualité hors de nos frontières en France, où la vérité des prix va être exercée par le chef de l'État français, mais qui a charrié autant de bouleversements dans l'espace aujourd'hui. Est-ce qu'au Sénégal, présentement, on applique justement cette vérité des prix? Est-ce que les politiciens, en tout cas ceux qui sont au régime, disent la vérité aux populations? Ah non, ça c'est clair. S'ils avaient dit la vérité aux populations, le problème ne se serait pas posé. Vous savez bien que pendant très longtemps, le ministre des Finances a récusé le fait que nous avons une tension de trésorerie. C'est par la fin qu'il a accepté de dire aux gens que nous avons quand même une trésorerie. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est de simplement dire la vérité aux populations. Hein? Et c'est bon de le dire. Parce qu'en ce moment, si vous ne le dites pas que vous avez des difficultés, mais la population va se retourner contre vous. Encablures des élections, ce serait risqué pour un chef de l'État de dire la vérité, d'augmenter le prix de l'essence. Non, c'est pas un problème de risque. Il faut simplement... Mais vous savez, on peut ne pas augmenter le prix de l'essence. Parce que, par ailleurs, il y a d'autres dépenses superflues que l'État est en train de faire, qui n'a rien à voir. Vous voyez souvent le président de la République, quand il sort, c'est 100 millions, c'est 200 millions qu'il donne à des corporations, à des organisations, à des militants. Donc, bon, le chauffeur ne pourrait pas comprendre qu'on augmente, n'est-ce pas, le prix de l'essence au moment où les gens font de la gabegie. Ça, vous le savez. Hein? Ce n'est pas le cas des autres pays. Hein? Le président français n'ose pas sortir, aller voir des militants et leur donner 50 millions ou 60 millions ou 40 millions ou 100 millions. Ça, c'est pas possible. Hein? Donc, c'est simplement un problème d'optimisation. Hein? Maintenant, la vérité, mais il faut oser dire la vérité à la population. Je prends par exemple, vous me parlez de ressources, vous allez trouver de l'argent. Mais il y a de l'argent dans ce pays. Il y a des impôts que les gens doivent payer. Les gens ne payent pas d'impôts dans ce pays. Il faut que les gens payent l'impôt. Il faut qu'on ait quand même cette culture de payer l'impôt. Ce qu'il faut faire simplement, c'est d'élargir l'assiette, faire en sorte que quand vous payez l'impôt, vous ne sentez même pas que vous payez de l'impôt. Parce que ce n'est pas lourd. Déjà, il faudrait augmenter le salaire minimum, le SMIC. Oui, bien sûr, le SMIC est très faible, il faut bien l'augmenter. Mais si vous augmentez le SMIC, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Nous sommes une association, nous sommes un pays. Il faudrait que tout le monde puisse payer ses impôts dans ce pays. Ça, c'est quand même une vérité. Hein? Mais ce sera fait de telle sorte que les gens qui vont payer cet impôt ne le sentiront pas. On ne peut pas être 15 millions et que ce soit peut-être moins d'1 million, peut-être moins d'1 million d'ailleurs, de personnes qui payent les impôts. Est-ce que le et parmi ceux qui payent les impôts, attention, le citoyen que je suis n'aura pas peur de dire attention, si lui je le mets au pouvoir, et il va tout de suite augmenter. Mais on n'augmente pas justement. Le prix de l'essence. Non, on n'a pas dit qu'on augmenterait le prix de l'essence. Non, on a parlé de payer des impôts. C'est aussi simple que ça. Vous êtes citoyen, vous êtes dans un pays,
Vous utilisez les routes, vous utilisez les écoles, vous utilisez les hôpitaux. Il y a un minimum de contribution que vous faites. Savez-vous que ceux qui paient les impôts dans ce pays, c'est ceux qui gagnent le moins. C'est le paysan qui est à Tataguine ou ailleurs qui paye 1000 francs par tête. Vous êtes chef de famille, vous avez 20 personnes. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Mais bien sûr, c'est ça. Il faudrait que les gens, quand même, aient ce civisme, n'est-ce pas, de contribuer pour leur pays. J'ai dit pendant mon discours que ask not what your country can do for you, ask what your country can do for your country. Ça, c'est important. Donc, il y a un minimum. Dans ces pays, quand vous allez acheter un McDonald's, mais vous payez quelques cents. Et ces cents-là vont dans les caisses de l'État. Et c'est ce qui permet de faire des autoroutes, ce qui permet de faire beaucoup de choses. Mais quand on vous demande de payer, si vous achetez un sandwich, n'est-ce pas, à 500 francs, quand on vous demande de payer 50 francs pour une TVA qu'on va collecter, le problème ne se pose pas. Est-ce que c'est un modèle étranger, je dirais peut-être américain, comme... C'est pas un modèle, c'est un modèle universel. Qui sera adapté au modèle sénégalais. Non, c'est un modèle universel. Un pays, c'est une personne morale. Ce sont les habitants du pays qui doivent contribuer au développement de ce pays. Ce n'est pas un président de la République qui va sortir de l'argent de sa poche. Nous n'allons pas demander, n'est-ce pas, demander de nous endetter, une dette que nous n'allons pas payer, que nous allons laisser aux générations futures. Nous allons nous-mêmes sortir de nos propres poches l'ensemble des Sénégalais, mais pour bâtir notre pays. C'est ce que les autres ont fait. Est-ce que ce discours sera audible à ces citoyens sénégalais qui aujourd'hui sont dans d'énormes difficultés, n'arrivent pas à boucler leur fin du mois ou qui tirent le diable par la queue, comme dirait l'autre? Mais justement, ils le font parce que simplement, ils ne gagnent pas suffisamment. Parce qu'il n'y a pas de solidarité. Les impôts aussi, c'est la solidarité. C'est-à-dire ceux qui peuvent faire des impôts, s'ils payent normalement les impôts, mais ceux qui ne peuvent pas en payer vont en bénéficier aussi. C'est un problème de solidarité. Déshabiller Paul pour habiller Jean. Non, ce n'est pas un déshabillé pour habiller. C'est simplement un problème de solidarité. C'est un problème de solidarité. Quelqu'un qui gagne un certain montant doit pouvoir... Mais c'est comme dans la religion musulmane, vous savez qu'il y a la zakat. Voilà, la zakat, vous êtes tenu quand même de payer la zakat si vous avez un certain revenu. Voilà, donc un pays aussi, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Les politiques doivent dire la vérité, qu'il s'agisse de ce régime et d'autres régimes. On a vu plusieurs cas où on n'a pas dit la vérité aux populations et surtout à certaines franges ou une frange de la population. Nous prenons le cas des Djambars de la guerre du Golfe, 1991 à 2018, qui attendent toujours de recevoir On a entendu tout récemment au niveau de la gendarmerie cette note du chef d'état-major et du directeur de la justice militaire concernant la corruption. Est-ce qu'on peut dire qu'au Sénégal, il y a des choses vraiment on ne dit, c'est ça la chose. Vous avez exactement dit ce qu'il faut dire. C'est que les gens ne disent pas la vérité aux populations. Vous savez le problème qui se passe au niveau de la gendarmerie. Mais il y a eu beaucoup de raquettes, il y a eu beaucoup de magouilles. Et ça, tous les Sénégalais le savent. Mais quand vous avez entendu le chef d'état-major de la gendarmerie, c'est comme s'il voulait protéger son corps. En réalité, son second a fait comprendre qu'il y a des malversations. 3 types de malversations au niveau de plusieurs brigades. Mais quand vous entendez le chef d'état-major, mais il n'a pas parlé le même langage. Il a parlé de 3 brigades. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de 3 brigades. Il s'agit de plusieurs brigades qui ont fait 3 types de malversations. C'est ça la chose. Mais il faut quand même dire la vérité aux gens. Il ne faut pas escamoter les choses. Il faut appeler chat par un chat. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a beaucoup de corruption dans ce pays et cette corruption doit cesser. C'est ce qui gangrène le développement de ce pays. La corruption gangrène notre économie. Et ce n'est pas uniquement la gendarmerie. Elle est présente partout. Mais elle est présente principalement dans l'administration. Ces marchés, ces plusieurs milliards là qui sont détournés tout le temps par les agents de l'administration, c'est ça aussi la corruption, un peu partout dans ce pays. Et nous allons nous attaquer à cette affaire. Comment vous attaquez à cette nous allons nous attaquer à cette affaire en mettant des mécanismes. Il y a des mécanismes qui existent déjà. Il y a également des structures qui existent déjà. Non, ces mécanismes n'existent pas. Si on prend ces mécanismes n'existent pas. La CREI qui a été ça c'est pas des mécanismes. Il y a quand même des structures qui existent et qui ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous parlez de structures, mais pas de mécanismes. Oui, mais ces structures. C'est des structures. C'est pas des mécanismes. Moi, je vous donne un exemple de mécanisme. Aujourd'hui, on parle de la gendarmerie. Ces gendarmes qui prennent de l'argent pour mettre dans des caisses pour le brigadier major, etc. Ça n'aurait pas pu exister si la personne qui doit payer allait directement payer au trésor. Ça, c'est un mécanisme. D'ailleurs, le chef d'état-major l'a dit. Les structures de contrôle existent. Oui, non, je parle de mécanisme. Vous ne voyez pas de structure. Moi, je parle de mécanisme. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, oui. J'ai dit, écoutez, quand vous êtes conducteur, vous prenez votre volant,
on doit faire en sorte que, du point de vue mécanisme, que vous puissiez avoir l'ensemble des documents qu'il vous faut pour prendre la route. Tout à fait. Si vous l'avez, le gendarme ou bien le policier qui va vous arrêter ne va pas vous arnaquer. Ça, c'est un mécanisme. Hein? Donc, moi, je ne crois pas un peu à l'éthique de X ou Y. Je crois simplement au mécanisme qu'on met en place pour faire en sorte que quand vous devez payer quelque chose au niveau du trésor ailleurs, mais vous n'allez pas avec de l'argent liquide, vous allez aller avec un chèque. Là, au moins, bon, un chèque barré, cela veut dire que la personne qui est devant vous ne sera pas tentée, n'est-ce pas, à la mallette remplie de billets. Oui, alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des mécanismes, oui, les organes de contrôle, les structures qui sont chargées justement de veiller à ce que tout se passe dans les règles de l'art, ne fonctionnent pas réellement. Non, ils fonctionnent, mais ils n'ont pas les coups de franche. Je veux dire, quand, n'est-ce pas, l'inspection générale d'État ou en tout cas d'autres organes de contrôle font des rapports et que ces rapports, n'est-ce pas, sont mis sous le coude du président de la République, mais vous savez qu'ils n'ont pas les coups de franche, comme le nom l'indique. À quoi vont donc ces structures? Est-ce que vous allez justement revoir ces différentes On fera en sorte que la saisine, nous allons faire en sorte que la saisine soit beaucoup plus souple. Qu'on n'est pas obligé pour certains dossiers de passer par le président de la République. Hein? Que ces organes de contrôle puissent directement saisir la justice s'ils se rendent compte qu'il y a malversation. Donc tout ça, c'est dans notre programme. On fera en sorte que les organes de contrôle qui font très bien leur travail, hein? Ils font leur travail, mais ils n'ont pas les coups de franche. Il n'y a pas de coercition, ils ne peuvent pas avoir de coercition, c'est la justice qui doit juger, n'est-ce pas, c'est en tout cas ceux qui font cette malversation, et voilà. Donc le mot vérité que l'on exactement, de vérité qui est notre slogan au niveau du PUR. C'est l'heure de vérité aujourd'hui dans toutes les structures de l'État, de l'administration. Le PUR va tout chambouler. Non, bon, on n'est pas des nihilistes, hein, on ne va pas chambouler. On va appliquer, c'est-à-dire nous avons des organes de contrôle qui fonctionnent très bien, mais il faudrait qu'ils aient les coups de franche. Revenir à l'orthodoxie. Revenir à l'orthodoxie. Hein, c'est-à-dire quand on va être un haut commis de l'État, on doit savoir qui vous êtes, on doit savoir si vous êtes éthique. Et parce que de toutes les façons, les postes seront mis à compétition. On ne peut pas prendre quelqu'un simplement parce qu'il appartient au parti. Non, on prendra quelqu'un parce que c'est un Sénégalais compétent. Tout ça aussi, c'est dit dans les assises. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez, notre programme, c'est une bonne partie des assises. Nous ne sommes pas obligés de revenir là-dessus, mais nous allons l'appliquer, bon, entre autres choses maintenant, qui nous est spécifique. Alors, la présidentielle, c'est le 24 février de l'an 2019. On le sait, le PUR a son candidat, le professeur El Hadj Issa Sall. Au cas où le PUR ne passe pas et que le régime reste ou qu'une autre personne... C'est que nous ne souhaitons pas, C'est l'ordre du possible, l'ordre possible. Est-ce que l'on peut envisager une alliance entre le PUR et d'autres formations politiques? Ah mais c'est évident, c'est-à-dire, vous savez quand vous allez aux élections... On dit souvent que ce sont les ensembles maintenant... Oui, non, c'est évident. Non, c'est évident, ce sont les grands ensembles qui doivent gagner les élections. De toutes les façons, un parti ne peut pas gagner une élection. Même une coalition de partis ne peut pas gagner une élection. C'est le peuple qui fait gagner une élection. Cela veut dire que vous partez comme parti seul, comme nous d'ailleurs, pour le moment c'est le cas, ou bien comme coalition, c'est la même chose. Vous serez seul jusqu'au 24 Non, mais on est seul. De toutes les façons, on a déposé notre candidature seul, tout le monde le sait. Parce que tous les partis avec qui nous étions en train de travailler, chacun a déposé sa candidature. Maintenant, quand les résultats sortiront, certainement, il y aura des coalitions. Je pense qu'on n'est pas encore à l'heure des coalitions. Les coalitions vont se faire après le résultat, c'est-à-dire quand les candidatures seront connues. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'aucun parti ne peut gagner les élections seul. Est-ce qu'on ira un jour, vers justement ce qui se fait aux États-Unis ou ailleurs, où l'on aura peut-être deux grands ensembles qui se feront face après des primaires, à savoir par exemple... mais ça va venir fondamentalement. De toutes les façons, bon, ce que les gens pensent, c'est qu'aux États-Unis, quand même, il y a des centaines de partis qui vont aux élections. On ne parle que des républicains et des démocrates. Au Sénégal, ça va venir. Parce que de toutes les façons, quand on va aux élections, voilà, il n'y a que 3 scénarios, ou peut-être 2 d'ailleurs. Que quelqu'un aille au premier tour, gagne le premier tour, ce qui est très peu probable maintenant. C'est le cas pour 2019, vous pensez qu'il n'y aura pas de vainqueur au premier tour? 2019, je pense que le premier tour, personne ne pourra gagner au premier tour. Il y aura un second tour. Et maintenant, s'il y a un second tour, il y aura 2 ténors. Et parmi ces 2 ténors, il est clair que les autres vont se rallier aux uns et aux autres. C'est comme ça, en tout cas, moi, c'est le schéma. Le candidat sortant et sa coalition ne passeront pas au premier tour. Ça, non, je ne pense pas. À l'état actuel des choses, je pense qu'eux-mêmes, ils pensent qu'ils savent que... Et vous vous fondez sur l'excellente mobilisation de... Non, non, ce n'est pas l'excellente mobilisation du PUR. Nous ne sommes pas le seul parti. Il y a beaucoup d'autres partis qui ont bien mobilisé. Donc, si vous agrégez tout cela, vous allez vous rendre compte que l'ensemble... Les partis d'opposition, surtout. Non, les partis d'opposition. Non, tous les partis qui vont aux élections sont des partis d'opposition, sauf la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de parti de contribution. Non, il n'y a pas de sens. En tout cas, même s'il y en a, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, vous n'allez pas quand même
vous présentez aux élections si vous vous rendez compte que vous êtes avec le parti au pouvoir. Si vous êtes avec le parti au pouvoir, autant ne pas se présenter aux élections, autant rallier. On l'a vu durant les élections législatives. Ça n'a rien à voir. C'est des types d'élections qui n'ont rien à voir, parce que c'est des élections législatives. Nous savons que le parti au pouvoir a financé beaucoup de candidats, n'est-ce pas, pour qu'ils aillent aux élections législatives. Mais pour les élections présidentielles, je pense que ce qui serait bien pour le parti au pouvoir... On n'a pas parrainé des candidats pour qu'ils aillent à la présidentielle. Ça ne nous intéresse même pas, c'est possible, mais bon, on n'entre pas dedans. Vous savez, nous ne calomnions pas. C'est pas notre fort. Nous, notre force, c'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas été parrainés, nous sommes de l'opposition, ça c'est clair. Maintenant, s'il y a d'autres qui sont parrainés, mais ils sont libres d'être parrainés. Ça ne nous intéresse pas. Voyez un peu. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans la situation actuelle, nous pensons qu'il n'y a pas un parti, dans l'état actuel des choses, qui peut gagner les élections au premier tour, y compris le parti au pouvoir. Et donc, fondamentalement, il y aura un second tour. Mais s'il y a un second tour, mais il y a du sort. En cas de second tour, le chef de l'État. Il y aura le syndrome du second tour et fondamentalement, le chef de l'État va être battu par la personne qui sera... Donc, de prime abord, on peut estimer et penser que le professeur Elhadji Issa Sall prédit déjà la défaite du président Macky Sall. Non, je ne prédis rien du tout. Ce que je veux dire simplement, c'est statistique ça. C'est l'horreur du possible. Les gens peuvent gagner au premier tour, mais la probabilité est très faible. C'est l'informaticien. Si aujourd'hui on parle de probabilité, la probabilité de gagner au premier tour est de l'ordre peut-être de 5%. La probabilité de gagner au second tour, naturellement, c'est le reste des 5%, c'est 95%. Donc cette probabilité d'aller au second tour, elle est très forte. Si maintenant on va au second tour, c'est du rebolote. C'est-à-dire quelqu'un même qui part avec 20% ou 30% ou 40%, mais peut être battu par quelqu'un qui part avec 10% ou 15%. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le passé. Je pense que le président actuel, quand il est parti au premier tour, il avait à peine 26%, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et pourtant, il a gagné quelqu'un qui avait beaucoup plus de pourcentage que lui. Ça a aussi été le cas, n'est-ce pas, des élections qui ont opposé le président Abdoulaye Wade et le président Abdou Diouf. Voyez, donc le second tour, c'est une autre élection qui n'ont rien à voir avec les élections du premier tour. Alors, donc tout candidat qui parvient à aller au second tour a exactement la même chance, n'est-ce pas, que son challenger. Alors, au soir du 24 février, attendez-vous à ce que